bon, Pépère? Allez! Vite sur le peloton! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Quelle image! La joie du pistolero à l'arrivée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast qui décrypte l'actualité cycliste. Aujourd'hui, on va vous parler du parcours du Tour de France 2020 présenté ce mardi. Quelles sont ses caractéristiques? Que devrait-il offrir? Nous allons l'analyser tous ensemble pour vous. Je suis avec nos spécialistes du groupe Eto. On commence avec Théo. Salut Théo. Salut à tous. Et on est aussi avec Bertrand. Salut Bertrand. Salut, bonsoir les gens. Et pour finir, notre dernier larron, Raphaël. Salut Raphaël. Salut à tous. Pour commencer sur ce parcours du Tour de France, je vous demandais un petit avis global, général. Tiens, Bertrand, toi, quel est ton avis général? Pour apprendre vraiment d'un point de vue très général, moi c'est un Tour de France qui me plaît beaucoup. Maintenant il faut voir les profils des étapes précis pour avoir une idée un petit peu des enchaînements, des difficultés, parce que je n'arrive pas forcément à me les figurer très clairement, mais sur le tracé ça me va bien. Il y a quelques petites réserves, je pense notamment, et ça c'est vrai que c'est quelque chose on va en parler j'imagine tout à l'heure, sur le contre-la-montre. Est-ce qu'il ne faut pas remettre le contre-la-montre un petit peu plus au devant de la scène? On peut quand même se poser la question, parce que j'ai quand même l'impression qu'on arrive au bout d'un chemin où on est en train un petit peu de massacrer cette discipline. Mais tout le reste, honnêtement, je valide. Il n'y a pas trop d'étapes de sprinter, il y a pas mal d'étapes casse-pattes. Il y aura du coup de la place pour les baroudeurs. J'ai envie de dire, pour moi c'est un Tour de France qui me plaît beaucoup. Ok, très bien, donc plutôt positif. Théo, est-ce que tu rejoins cet avis d'un Tour de France plutôt bon? Je suis plus mitigé, on va dire. J'aime quand même beaucoup, pas mal d'étapes, etc. Mais ça reste... bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça reste quand même un peu trop montagneux à mon goût, même si bon, c'est agréable pour le spectacle, ça peut rendre la course très vivante, comme ça peut aussi ne pas la rendre vivante, ça dépendra des coureurs, ça. Mais ouais, un peu mitigé par rapport à ça et par rapport à 2-3 autres trucs. Mais ça reste quand même, moi je suis quand même plutôt positif pour la plupart des étapes, donc ouais, ça reste bien, quoi, moyen plus. Ok. Raphaël, pour finir, tu es plutôt de l'avis de Bertrand ou plutôt tu vas plutôt dans le sens de Théo? J'irais plutôt dans le sens de Théo au niveau du parcours. C'est vrai que c'est très très montagneux cette année par rapport à ce qu'on a habituellement. Alors pourquoi pas en même temps une fois de temps en temps. Et puis ouais, le contre-la-montre, on en reparlera, mais c'est quand même, on massacre la discipline comme a dit Bertrand. Et voilà, moi je suis plus du côté de Théo, assez mitigé, même si ça passe. Et sinon, il y a quelque chose que je voulais vraiment souligner. Ça fait quand même 2 années de suite que si tu veux aller voir le Tour de France sur la route, soit faut aller dans le sud de la France, soit faut aller dans les Vosges, quoi. J'avais envie de le souligner. Oui, tu veux dire Bon, en termes de moi je veux bien aller à Pau voir le Tour de France, mais voilà, ça fait sûr que là, 2 années de suite que le Nord-Ouest, mais bon, encore rien il y a les Charentais qui vont être contents, ça fait depuis très 2007, très je crois qu'il n'y a pas eu de passage, et 2003 qu'il n'y a pas eu de ville-étape en Charente-Maritime, ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Oui, voilà, ça fait. Et pareil, Clermont-Ferrand, ça faisait un moment aussi qu'ils n'étaient pas passés par là. 90, ouais, je crois. Mais ça reste le tour du sud de la France. Ouais, oui, clairement. Déjà l'an dernier, c'était pas mal comme ça. L'an dernier, c'était pas mal ouest, quoi, qui était spolié. Il y avait toute la partie ouest qui était en moins. Là, c'est vraiment le nord qui y a rien. Rien dans le nord. Après oui, c'est aussi le fait d'avoir axé beaucoup sur la montagne, puisque là sur le parcours de ce Tour 2020, on a quand même 11 étapes de montagne, en prenant en compte, en considérant le contre-la-montre de la planche des belles filles comme une étape de montagne. Et justement, tiens, vous l'avez tous évoqué un petit peu dans votre débrief rapide. Est-ce que vous pensez que on se retrouve avec un Tour de France trop montagneux, ou est-ce que c'est suffisant? On va quand même rappeler aussi qu'on a 29 cols hors catégorie, première catégorie ou deuxième catégorie, sachant qu'en 2019, il y en avait 32 prévus. Bertrand, pour commencer, puisque toi, tu étais plutôt dans le sens c'est bien? Moi oui, parce que dans le sens... c'est un Tour de France spécial montagnard, encore plus que les années précédentes. J'imagine que l'année prochaine, on repassera sur sur un Tour de France sans doute plus plat, avec plus d'arrivées pour le sprint. Mais je me rappelle, c'est sur les 2-3 dernières années, on avait quand même pas loin de 9-10 arrivées au sprint.
On en aura moins cette année. Bon, j'ai envie de dire aussi, je pense que c'est un tour montagnard, mais c'est aussi un tour pour baroudeurs. Je pense qu'on va retrouver des baroudes beaucoup plus que les années précédentes. Enfin, je l'espère à titre personnel. Et j'ai envie de dire, bah écoute, pour une fois qu'il y a un tour dessiné pour des baroudeurs, moi ça me va. Ça me va. Donc en soi, oui, c'est très montagnard, mais je pense qu'après, les années prochaines, ça va, à mon avis, se calmer pas mal. Beaucoup de montagnes, mais du coup de fait de l'ouverture pour les baroudeurs. Raphaël, est-ce que tu penses également que ça peut donner de belles possibilités pour les baroudeurs justement? Ah oui, oui, clairement. Là, avec autant de montagnes, on peut beaucoup s'attendre à avoir des équipes de leaders qui ne voudront pas rouler justement pour donner des victoires à leurs leaders parce que bah il y aura trop d'étapes où il faudra rouler et donc beaucoup d'étapes où les baroudeurs gagneront. Après, bon, vu que c'est des étapes de montagne, ça restera des baroudeurs grimpeurs qui gagneront plus que des baroudeurs bah, moins grimpeurs. Ça, c'est un truc que j'ai toujours du mal à comprendre. Les baroudeurs, ils attaquent surtout sur les étapes de montagne, alors que bah, c'est celles où il y a le moins de coureurs qui peuvent potentiellement gagner. Sauf Mais de bon, Offredo et il y a Rossetto. quelques étapes quand même comme Lyon, par exemple, qui sont intéressantes aussi pour l'ensemble des baroudeurs. Ah, par contre, Bertrand a parlé de tours avec 9-10 arrivés au sprint. 9-10 sprint massifs, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Kittel, l'année où il y avait Kittel. Il me 2017? semble qu'il y avait- Ah, il me semble. 2013. C'était une année où oui, il y a eu beaucoup de 2017. sprints. Hein. Bah, il y a 5 sprints gagnés par Kittel. Alors peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais je me rappelle Un par Démarre et c'est tout, il me semble. Ah non, non, il y a les Champs-Élysées aussi, ça fait 7. Plus après Salon de Provence qui aurait pu compter comme un sprint. Oui, et puis Romans-sur-Isère aussi avec les bordures. Mais il y a eu des bordures quand même. Mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. J'avais oublié ce tour-là. Et toi Théo, à propos de la montagne? Bah moi, il y a un point que j'aime bien, je sais pas si on va en reparler après, mais c'est le fait d'avoir de la montagne assez tôt, enfin d'avoir des étapes difficiles assez tôt en tout cas, parce que je suis pas fan de concentrer un maximum de difficultés dans la dernière semaine ou dans la dernière semaine et demie, dans les 2 derniers week-ends. J'aime bien aussi avoir des étapes, pas forcément les plus difficiles, mais des premières étapes pour jauger et permettre aussi à des coureurs qui étaient peut-être un peu plus en forme au début ou qui en forme un peu plus tôt de s'échapper ou de prendre un petit peu d'avance, même s'ils vont potentiellement le perdre après, comme genre Roglic sur le Giro par exemple. Mais ouais, ça me va bien. Après, en termes de quantité, enfin nombre de cols, je pense pas qu'il y en ait trop. C'est plus le nombre d'étapes de montagne qui est peut-être un peu élevé. Mais comme Bertrand l'a dit, on va dire, ça peut être considéré comme un tour montagneux si ça change dans les autres années. C'est bien, mais après, moi j'ai l'impression que d'année en année, le tour devient de plus en plus montagneux. Du coup, je sais pas si je suis aussi optimiste que toi sur le fait que tout d'un coup, ça va redevenir un tour assez, pas plat entre guillemets, mais plus plat, on va dire. Ah, pour rebondir sur la montagne en première semaine, justement, je trouve que là, on a surtout beaucoup de montagnes en première semaine et en troisième semaine. Enfin, en gros, on a une deuxième semaine qui est quand même vachement orientée baroudeur et puis avec 2 étapes de plaine à l'île de Ré et à Poitiers. Je trouve que ouais, c'est vraiment concentré sur le début et la fin, au final, les grosses difficultés, les enjeux pour le classement général. Et justement, je trouve que ça aurait été parfait de ce point de vue-là, d'avoir un contre-la-montre en deuxième semaine pour redistribuer les cartes après la première semaine et ensuite, en troisième semaine, qu'il y ait à nouveau des renversements de situation. Ah oui, Ça, clairement. je trouve Un ça contre-la-montre tout dommage. plat, ça aurait été très bien. Juste Voilà, un contre-la-montre tout plat en début de deuxième semaine, ça aurait été parfait. par rapport à ce que tu dis, moi la deuxième semaine, elle me semble assez bien équilibrée finalement parce que elle présente pas mal de profils. Tu regardes l'étape de l'île de Ré, là tu peux te taper des bordures, tu peux avoir le vent qui peut dynamiter la course. Poitiers, c'est sans doute pour les sprinteurs. La Corrèze, c'est un terrain accidenté, donc ça peut finir au sprint comme ça peut finir pour les baroudeurs. Puis Marie-Cantal, tu as une arrivée type Vuelta. Clermont-Ferrand, Lyon, tu vas sans doute passer sur un sprint. Et Lyon, Grand Colombier, Colombier, c'est quand même une étape de montagne. Donc moi, je la trouve pas si entre guillemets, si mal que ça cette deuxième semaine. Alors, Non, mais j'ai pas pas ce que dit t'as qu'elle dit, était hein, mais mauvaise. J'ai dit que dans l'agencement global, en gros, on a quand même un gros bloc en première semaine de difficulté, parce qu'on a quand même, beaucoup plus de montagnes que d'habitude, comme l'a dit Théo. Et en troisième semaine, on a la majorité des étapes des Alpes. Puis bon, le Grand Colombier, c'est le dernier jour de la deuxième semaine, donc on peut dire que ça compte un peu dans le gros bloc Alpes-Jura, quoi. Je pense qu'on peut faire ça. Donc on peut dire quand même qu'il y a 2 gros blocs, la première semaine et du Grand Colombier jusqu'à la planche des Belles Filles, en gros.
C'est vrai que cette deuxième Oui, semaine, cette deuxième semaine fait un petit peu office de semaine de transition en quelque sorte, on peut Ouais, dire. voilà, quoi. c'est ça. C'est Ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais après, oui, elle est moins assez difficile, mais équilibrée. plus ouverte. Elle est assez équilibrée et oui, Saran et Lyon, pour moi, ce sera pas des sprints. Je pense pas. Ce sera des baroudeurs, je pense. Bah, Saran, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment. Mm. Il y a le Succomet, apparemment, par deux versants différents en cours d'étape, donc, dont un versant qui a plus de 10% de moyenne, donc à mon avis, ce sera pas pour sprinter, le Succomet. Saran, oui, Saran, c'est une étape qui est plus pour puncher. Lyon, c'est une étape qui est vendue comme un Milan-San Remo. Bon, Oh, mais il y a le col du Béal au milieu, quand même. voilà, c'est un petit peu particulier, mais voilà, ça va se jouer dans les dernières petites côtes tout autour de Lyon. Donc il y a encore de belles choses à faire. C'est vrai qu'après, on peut voir un peu en effet un certain déséquilibre avec la dernière semaine où il y a la moitié de la montagne quasiment qui est concentrée Ouais. du départ de Et puis Lyon surtout- jusqu'à l'arrivée à la planche des Belles-Filles. Oui, mais Et faut puis laisser les surtout- coureurs, tu laisses les coureurs souffler. Moi, ça me choque pas. Hein. C'est comme tu dis, et c'est une semaine de transition Ouais, qui est pas non mais- plus toute simple. C'est le calme relatif avant la tempête. Moi, ça me va bien. Hein. Je trouve que c'est plutôt, justement, c'est plutôt le pendant à ces 2 semaines qui sont la première et la dernière, qui sont assez dures. Ah oui, mais justement, Le parce que truc, pour moi, c'est que ça. j'ai peur Ouais, que, pardon. du coup, la première semaine, elle me laisse quand même une petite impression de, on met de la montagne en première semaine, mais on veut quand même garder le suspense pour la troisième semaine, comme on fait depuis qu'il y a eu le traumatisme de la Pierre Saint-Martin. Parce que quand même, la première semaine, quand on regarde, c'est cool, on a un peu de montagne en première semaine, c'est pas habituel. Mais Orsières-Merlette, c'est assez roulant. Enfin, assez roulant, toute proportion gardée, hein, c'est du 7-8%, faut quand même se les grimper. Mais je pense que il y aura pas d'écart entre les favoris à Orsières-Merlette ou alors très peu. L'arrivée au Montégoal, le problème c'est que le sommet de la Luzette, il est à 12-13 km de l'arrivée. Là encore, je doute qu'on ait des écarts entre les favoris. Loudanvielle, je doute qu'on ait des écarts entre favoris parce que Perresourde, on a vu ces dernières années que il n'y a plus d'écart dedans. Ouais, la Donc, au différence final, pour il reste la Reims. c'est quand même c'est une utilisation qui a été du col de Perrosourde là, qui a été assez rarement faite. Hein, je crois que j'ai vu, il n'y a que 3 arrivées à Loudanvielle à chaque fois, et donc seulement 2 fois avec le Perrosourde juste avant. Donc c'est pas une utilisation de Perrosourde qu'on a l'habitude d'avoir en fait. C'est là où Ouais, mais ça peut- après, c'est quand là où ça on peut voit changer un l'arrivée petit à peu les choses. Luchon en 2016, par exemple, personne ne fait la différence dans le col. Alors, c'est par l'autre versant, mais les deux versants se valent à peu près, je dirais. 2016 c'était différent parce que dans la mesure où c'était quasiment la première étape de montagne. Ouais. Alors que là, on aura déjà Ouais. eu presque 3 étapes de montagne avant. Moi, je pense qu'en 2016, c'est surtout le fait qu'il y ait l'étape d'Andorre le lendemain qui fait qu'il n'y a pas d'écart vraiment de favoris à part Froome qui fait la descente. Et là, justement, c'est pareil, il y a une grosse étape le lendemain. Je suis pas sûr que cette étape-là, avec Manté-Balès-Persourde, fasse beaucoup d'écart, alors que en dernière étape de la semaine, elle aurait été vraiment bien parce que Balès, c'est un bon col pour partir devant et retrouver des équipiers après pour Persourde enfin voilà, Balès, c'est vraiment bien pour tout faire péter, mais en étape 8, à la veille de l'étape de la Reims, qui est une très belle étape, hein, mais voilà, à la veille de l'étape de la Reims, je pense pas que des coureurs bougent dans Balès, et donc on risque de se retrouver avec encore des équipiers présents au pied de Persourde, et un peloton avec encore des équipiers dans Persourde, j'ai un peu peur qu'il se passe pas grand chose. C'est vrai que ça ressemble peut-être plus à une étape de fin de tour. Ouais, voilà, moi je mettrais plus ça en fin de tour qu'en début comme ils l'ont fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu bizarre aussi d'avoir un départ à Nice et d'avoir quand même comme premier massif, c'est les Pyrénées finalement. Enfin, gros massif, bien emprunté, c'est les Pyrénées. Parce que finalement, les Alpes, on passe par Orsières, etc. Mais le gros des Alpes a lieu en troisième semaine alors qu'on part de Nice. Et ça revient aussi à ce qu'on disait quand le Nord est un peu oublié, c'est parce qu'en même temps, si tu veux faire Nice, puis premier massif Pyrénées, puis deuxième massif, finir par les Alpes, t'as du mal à remonter dans le Nord, quoi. Et à votre avis, avec ces étapes de montagne, la façon dont elles sont agencées, présentées, pardon, est-ce que la course, à votre avis, peut se lancer dès Orsières-Merlette ou dès la deuxième étape à Nice, ou est-ce que les coureurs vont être davantage sur la défensive avec la dernière semaine très, très costaud au final? Moi, je dirais que c'est possible de... Enfin, en gros, je pense clairement que, surtout la deuxième étape à Nice et Orsières, il peut y avoir des écarts à cet endroit-là, mais
J'ai vraiment peur que justement que 3 semaines ça fasse un peu long et que du coup genre attaquer après 2 jours ça fasse un peu peur à genre la plupart des leaders et que genre ils soient tous frileux finalement vu que il y en a genre 2-3 qui soient chauds et qui soient remis en place par la Ineos ou quelque chose comme ça, que ça genre ça démotive tout le monde et que finalement il y a plus rien. C'est un peu ma crainte, mais je pense que c'est possible de créer des écarts en tout cas. Bah, Orsière Merlette, à mon avis. Non, ouais, peut-être pas Orsière, mais je pensais surtout à je sais pas les top 10. Même Montegual, on l'a vu hein, sur les derniers grands tours, que ce soit même le Giro ou la Vuelta, la première étape de montagne en tout cas, quasiment toujours il n'y a pas d'écart. Enfin, par exemple, le tour cette année, la première étape de montagne, c'est la planche des belles filles. Bah, il se passe rien avant le dernier kilomètre. Le Giro cette année, Ah non, le Giro cette année, c'était un peu spécial parce que la première montagne, elle arrivait au bout de 14 jours, donc on était un peu obligé de bouger. Mais quand on regarde Giro 2018, c'était l'Etna, il s'était quasiment rien passé à part Yates qui fait un gros dernier kilomètre. Giro 2017, c'était l'Etna, il s'était rien passé. Oui, mais Tour de France 2018, c'était Rome-Colombière, il s'était rien passé. Vuelta 2018, c'est l'étape où Ben King gagne, il s'était rien passé quasiment non plus. Donc on voit quand même que la première étape de montagne, quasiment toujours, il se passe rien. Oui, la première, Presque mais pas rien. la première semaine du coup. Parce que là tu parles de la première étape, mais là c'est Ouais, pendant voilà. quasiment Donc toute une déjà, semaine quoi. Sur Merlette, à mon avis, on peut tirer une croix. Et Montegual, le problème, c'est que la Luzette, derrière, il y a quand même voilà, c'est la petite redescente et les derniers kilomètres à 4-5%, je suis pas sûr que les leaders bougent là-dessus. Ouais, mais Après, s'ils dans ont, les Pyrénées, alors, ça dépend. Genre moi je pense sur Montegual s'ils ont bougé dans la Luzette et que genre il y a plus trop d'équipiers. Bon après ça dépendra des équipiers, hein. Mais s'il y a plus trop d'équipiers, au bout d'un moment ils sont obligés de se faire la garde dans du 4%. Hein. si Ineos se ramène avec Pouls, Ouais, Bernal, mais voilà, Kwiatkowski, Froome, Thomas, on a vu ce que ça donnait cette année. Hein. C'était loin d'être extraordinaire. Hein. Parce que cette année cette année, c'était spécial. cette année ils avaient pas le maillot. Enfin il y a plusieurs circonstances. C'était pas habituel cette année. C'était pas habituel là. Franchement, pour le coup, ils Ah oui, étaient clairement. prenables. Et c'est un petit peu, tu peux aussi espérer grâce à ça, parce que tu peux te dire, les mecs, ils vont peut-être se dire que finalement Ineos est prenable et qu'ils vont peut-être essayer de se dire de faire comme Pinot et d'attaquer un peu plus souvent avant. On peut espérer. On peut espérer. Alors moi, On peut mon avoir un gros Pinot espoir, qui- c'est surtout que Ineos et Jumbo-Visma, les deux équipes, viennent avec leur très grosse équipe et que à être deux très très grosses équipes, elles se regardent un peu. Marche dessus. Ouais. C'est mon principal espoir. Genre qu'elles se disent entre elles, ouais, mais c'est à vous de faire le boulot. Parce que tant qu'Ineos est la seule grosse équipe, le problème c'est que bon, ils le font le boulot, ils s'en foutent, ils sont au-dessus de tout le monde. Sûr que là quand on voit les recrutements de Jumbo, ils auront peut-être encore une plus grosse équipe que les Ah Ineos. ouais, Hein, parce que s'ils faudrait mettent que- Dumoulin, Roglic et Kruijswijk dedans, c'est parti. Hein. Ça vaut largement Bernal, Froome, Thomas, ouais, du Moulin Roglic, Kruijswijk. Moi, je trouve que ça se vaut. Surtout que là, avec ce parcours justement que beaucoup comparent à celui d'une Vuelta, Roglic, Pas que ça ressemble particulièrement à la Vuelta, moi, mais bon. il y a des similitudes. Justement, à propos de la Vuelta, il y a même des coureurs hein, qui ont trouvé un peu d'une certaine similitude, notamment Rudy Mollard. Je vais vous faire écouter ce qu'il a dit à propos de ce parcours. Je lui ai demandé si le parcours n'était pas trop montagneux. Je vais poser un petit peu la même question qu'à vous, et je vais vous faire écouter sa réponse. Tour de France c'est toujours dur, là il y a peut-être moins de grosses étapes de montagne que l'année dernière. Il y a certes de la montagne, mais pas non plus des enchaînements de grands cols. Il y a aussi beaucoup de moyennes montagnes. Donc c'est plus dans l'esprit Vuelta que Tour de France habituel et c'est tout bon pour le spectacle de la course. Alors, au final, est-ce que c'est un tour Vuelta ou est-ce que c'est un tour trop atypique pour être comparé à autre chose? Moi, je trouve la comparaison avec la Vuelta, elle se tient. Hein. On voit, il y a quand même le truc typique de la Vuelta, c'est les arrivées au sommet à des endroits bizarres, enfin un peu spéciaux, avec des forts pourcentages. Arriver au sommet du Pas de Pérol, arriver au sommet du col de la Lose et arriver au sommet du Grand Colombier, plus le chrono à la planche des belles filles, mais ça c'est spécial. Enfin voilà, ces trois arrivées au sommet là quand même, ça fait très Vuelta. Même si le col de la Lose, c'est quand même assez long par rapport à ce qu'on a sur la Vuelta en général. Ça fait quand même assez Vuelta, quoi. Arriver au sommet d'un col, alors que, bon, les cols, moi, j'ai un peu de mal avec les arrivées au sommet de col. J'aime bien quand on les monte et qu'on les descend, les cols. Pour les arriver au sommet, il y a des stations de ski. Voilà. Mais oui. Ouais, voilà. Je trouve la comparaison avec la Vuelta, elle est pas
je la trouve pas idiote. Ouais, bah sur les arrivées au sommet, comme tu dis, avec des pourcentages, etc., je suis d'accord. Mais par contre, il y a aussi, ce qu'on a beaucoup dit sur la Volta, c'est quand même le festival des courses de côte. Là, il y en aura certaines courses de côte, mais pas plus que sur n'importe quel Tour de France. Du coup, Oui. il y a une comparaison qui est faisable, mais vraiment sur les pourcentages, sur la volonté d'aller chercher des petits trucs un peu des chemins de chèvre ou des trucs comme ça. Mais après, sur les courses de côte qui sont, plus que monnaie courante en Espagne, là, je trouve ça mieux. En gros, pour moi, c'est une Volta plus, tu vois. C'est ça a des avantages Oui, de la bah Volta et avec moins d'inconvénients que la Volta. Oui, bah oui, il y a quand même quelques enchaînements de cols, quoi. C'est pas comme la Volta où c'est course de côte quasiment tout le temps. Là, il y a des enchaînements de cols, au moins. Et la dernière étape de montagne, c'est un enchaînement de cols qui finit par une arrivée en descente. Et ça, c'est quand même plutôt cool. C'est vrai que cette dernière étape, l'arrivée à La Roche-sur-Foron, elle est bien dense, mais de toute manière, ce qualificatif peut s'appliquer aussi hein, pour l'étape du Grand Colombier ou pour l'étape du col de la Loze. Petite question, est-ce que vous arriverez à ressortir une de ces 3 étapes du lot? Bah, la Roche-sur-Foron. En plus, non seulement l'étape est bonne en elle-même, mais en plus, elle est bonifiée par son placement. Dernière étape de montagne, et en plus, ouais, l'étape est bien. Enfin, Cormet de Roseland, voilà, au bout de 25 km, on peut penser qu'il n'y aura pas encore d'échappée, donc que l'échappée devra sortir dans le Cormet de Roseland. Ensuite, alors, bon, saisie Aravis, c'est pas le meilleur enchaînement, parce que je trouve que les saisies, c'est un peu roulant quand même. Enfin, moi, j'aurais bien aimé avoir la montée de Bizane entre le Cormet de Roseland et les Aravis plutôt que les saisies. Mais bon, c'est un détail, hein, entre guillemets. Parce que, bon, le plateau de Glières, c'est top, quoi. Ça va forcément peut être exploser top, dans en les fait. Glières, c'est tellement dur, et c'est la dernière étape de montagne. Mais ça dépendra. Après, dans les pourcentages, au bout d'un moment, il y a des moments où les écarts, ils ont du mal à se faire et finalement, on peut avoir un groupe au sommet qui se retrouve au sommet des plateaux de Glières et qui après ne sait pas quoi faire, ne sait pas quoi faire, mais ne va pas s'attaquer, va préférer attendre des équipiers pour rouler sur le reste, tu vois. Ça, c'est un scénario qui est aussi possible, tu vois. C'est le problème avec des étapes comme ça peut être génial, comme ça peut être nul. Vu que c'est la dernière étape de montagne, je pense pas que si des coureurs ont réussi à faire la différence dans les Glières, ils attendent des équipiers qui soient derrière. Ça m'étonnerait quand même. L'étape a quand même un beau potentiel. Oui, voilà, ça. Elle peut avoir un potentiel d'être géniale, mais je dis que, au contraire d'une course de côte qui finalement d'une course de côte d'une arrivée au sommet qui aura quand même quelques écarts assurés, on va dire, parce qu'il y aura forcément des gens qui seront peut-être un peu moins bons, etc. Là, ça peut aussi accoucher d'une souris complètement, quoi. Et toi Bertrand, est-ce que Ah. tu mettrais en avant cette dernière étape alpine également? Oui, plutôt. Plutôt celle-là, parce que le col de la Lose, elle est sympathique sur le papier, mais le problème, c'est que manifestement, de ce que j'ai pu voir et imaginer, t'as quand même pas mal de vallées entre la Madeleine et le col de la Lose. Donc, j'ai un peu peur que ce soit là, pour le coup, une vraie course de côte. Tandis que l'étape du lendemain est très accidentée, c'est le genre d'étape qu'on peut avoir notamment sur le Dauphiné, donc elle est assez intéressante sur le papier. Voilà. Moi aussi, j'attends quand même le contre-la-montre de la planche des belles filles. Là, je pense aussi qu'on pourrait avoir de beaux écarts. Le col de la Madeleine, hein, pour la précision d'ailleurs, qui sera emprunté par une route inédite. La majeure partie de ce col de la Madeleine sera plus dure que le versant sud classique, en passant par Montgellafray. Donc c'est vraiment un enchaînement de 2 gros cols en effet, mais après il restera encore donc cette étape de la Roche-sur-Foron, et donc le contre-la-montre de la planche des belles filles. Et justement, ça nous amène à ce deuxième aspect important de ce Tour de France. Que pensez-vous de la place réservée au contre-la-montre sur ce parcours 2020 On a vu sur ces dernières années que contre-la-montre a été de plus en plus réduit, de plus en plus vallonné. Là, ASO franchit une étape supplémentaire en faisant un contre-la-montre à moitié en montagne. Est-ce que c'est un bémol pour vous? Je pense qu'on arrive à une limite. C'est que là, on est sur un contre-la-montre qui est très atypique, qui est un contre-la-montre pour grimpeurs. C'est-à-dire que par exemple, un rouleur qui n'aurait même aucune ambition au général, on peut penser à Tony Martin à une époque, Rohan Dennis, peut rien espérer du Tour de France. Le contre-la-montre, ça reste une discipline historiquement gravée dans le marbre. Pour le Tour de France, c'était une discipline importante. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est devenu une discipline plus handicapante qu'autre chose pour les organisateurs.
Et c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant qu'on n'a pratiquement pas de contre-la-montre véritablement de distance et qui soit bien équilibré. Là vraiment, pour moi, on a atteint le minimum. Ouais, là, je suis totalement d'accord, quoi. Enfin, ça fait trop peu. Après, il y a 30 km de place sur le contre-la-montre, hein. En soi, c'est pas si petit que ça, mais voilà, un seul contre-la-montre de 36 km avec une montée de 6 km pour finir. Ah non, là, c'est trop peu, clairement. En plus, moi, bon, après, ça, c'est les préférences de chacun, mais je préfère que les contre-la-montre soient placés avant les grosses étapes de montagne pour que les grimpeurs aient du temps à rattraper, plutôt que les grimpeurs se disent, oh, bah, peut-être que j'aurai de la chance sur le chrono, parce que ça arrive souvent. Voilà, là, ouais, c'est clairement trop peu. Comme a dit Bertrand, on a atteint un point minimum, et ça fait déjà quelques années, hein. Enfin, en 2015, le seul contre-la-montre individuel faisait 15 km. L'an dernier, pareil, c'était 30 km vallonnés pour le seul chrono individuel. Donc, il faudrait peut-être effectivement refaire un parcours du Tour beaucoup plus équilibré. Surtout que là, c'était vraiment l'occasion. On a un tour assez montagneux. C'était l'occasion de mettre 50 km de contre-la-montre justement pour forcer les grimpeurs à avoir du temps à rattraper. Et comme il y a plutôt pas mal de montagnes, ils auraient eu beaucoup d'occasions de rattraper ce temps perdu. C'est un peu dommage. C'est vrai qu'après, Et, quand on compare au Giro ou même à la Vuelta, ce sont quand même des parcours qui sont plus équilibrés en termes de contre-la-montre, avec un contre-la-montre qui a une part beaucoup plus importante. Même si, bon, pour le Giro l'année dernière, c'était 3 chronos vallonnés, au moins, il y en avait 3, déjà. Oui, et puis c'est des chronos avec des montées. Enfin non, San Luca, Bologne, c'était pas, j'allais dire des montées roulantes, mais non. San Luca, c'est pas du tout roulant. Mais le gros chrono qui était celui de Saint-Marin, c'était en gros 25 km de plat et 10 km de montée à 5%. Donc c'était quand même un truc pour gros rouleurs, quoi. C'était vraiment un truc pour permettre aux rouleurs de prendre de l'avance sur les grimpeurs. Et en ce sens, je trouve que le Giro, c'est quand même toujours assez bien foutu, l'équilibre contre la monte-montagne. Bon, le reste, par contre, pas toujours. Mais l'équilibre contre la monte-montagne du Giro, et même de la Vuelta, hein, souvent la Vuelta propose un chrono plat de 40 km. Il est quand même meilleur que sur le Tour de France, hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Pour le contre-la-montre, juste pour avoir un peu de perspective historique, j'ai regardé en 89, on était à peu près, donc il y a 30 ans, on était à plus de 200 km autour de 200 km de contre-la-montre. En 1999, on était un tout petit peu au-dessus de 100 et en 2009, on était autour de 100, je crois un tout petit peu en dessous. Vous voyez quand même que en 10 ans, on est passé de 100 à 36, quoi. Donc Oui, c'est en chute libre. Ce que tu disais, Bertrand, c'est que toi tu disais que si on a atteint une limite, moi je pense que la limite on l'a dépassée. La limite c'est quasiment l'année dernière. Je suis d'accord. C'est que là c'est trop. Genre en fait, en gros, moi j'ai pas de problème avec le contre-la-montre en soi. Je trouve que le contre-la-montre est pas si mal. Enfin, c'est bien des contre-la-montre comme ça. Moi je les aime bien parce que ça permet de les rendre excitants. Mais faut pas que ce soit le seul contre-la-montre du Tour, clairement. C'est en gros, tu t'en fous un autre 30, 40 km tout plat en deuxième semaine et puis moi ça me va très très bien. Genre en laissant celui-là, il y a pas de souci. C'est vrai qu'après, d'une certaine manière, c'est aussi un peu défavorable aussi aux rouleurs grimpeurs comme Roglic, comme Froome, comme Dumoulin. Et d'ailleurs, Roglic et Dumoulin n'ont pas voulu venir sur le Tour cette année à cause du contre-la-montre. Et la réponse du Tour de France, c'est de mettre encore moins de contre-la-montre. Donc ça peut paraître un petit peu étrange. Et puis ce qui était marrant, c'est la réaction de Christopher Froome sur Twitter pendant la présentation du parcours. Il a mis un petit tweet sarcastique pour dire où sont passés les kilomètres de contre-la-montre, hein. Je pense que ça veut un peu tout dire. Par rapport à Roglic et Dumoulin, je suis pas persuadé que ce soit ça qui est joué, parce que Roglic, à mon avis, il semblait être vanné par rapport à son Giro, et Dumoulin, on sait qu'il sortait de blessure et qu'il était pas tout frais non plus. Donc... Non, oui, mais je voulais dire bien plus en amont, quand ils ont prévu leur saison, Roglic a choisi le Giro et pas le Tour. Oui, parce qu'ils avaient tous les deux déjà prévu de faire le Giro pour le général et après éventuellement le Tour, quoi. C'était très clairement mon objectif, c'est le Giro, et le Tour de France, je le ferai, mais en fonction de ma forme, je viserai le général ou non, quoi. C'est vrai qu'après, ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi la réaction de Julien Jourdi, qui lui trouve ce parcours justement avec ce contre-la-montre positif. Donc ça veut d'une certaine manière un peu dire que ça avantage encore plus les grimpeurs au détriment de rouleurs grimpeurs comme Froome, Roglic ou Dumoulin. Je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. C'est assez étonnant
d'entendre ça d'un directeur sportif d'AG2R Mondial à propos d'un contre-la-montre. C'est ce qui fait un petit peu la beauté de ce Tour 2020. On voit qu'il n'y a qu'un seul contre-la-montre qui est relativement long, 36 km, mais qui présente un parcours très accidenté avec un final explosif sur les routes des planches des Bellefilles. Donc forcément, ça contribue à dire que ce Tour de France 2020 sera vraiment favorable aux grimpeurs. Est-ce que vous rejoignez Julien Jordi sur ce point que le Tour de France... Oui, le seul chrono fait que 36 km et finit par une montée de 6 km à 8%, avec en plus des petits vallons avant, bah ouais, c'est un tour pour grimpeur. Et ouais, c'est clairement un tour pour grimpeur, et après, bah, ça va bien normalement à Bardet qui devrait limiter la casse dans ce chrono, mais après, là, c'est commence à aller un peu, à voir dans le futur, quoi. Quels sont les coureurs qui sont les plus avantagés par ce parcours? Je suis pas sûr que ce soit Bardet qui soit dans les plus avantagés. Mais justement, tiens, est-ce que ce parcours est favorable aux Français, si on regarde de manière globale, Thibaut Pinot, Julien Lafilippe, Romain Bardet, et même en voyant un peu plus large, des coureurs comme Warren Barguil. Est-ce que c'est un parcours qui leur convient particulièrement ou pas plus qu'un autre? Alors, juste parce que c'est vrai que c'est un truc que je lis beaucoup en réaction, on dit c'est un tour favorable aux Français. Et j'ai envie de dire, c'est un tour favorable aux grimpeurs. Bernal, je pense qu'il est ravi de voir ce type de parcours. Il n'y a pas que les Français qui sont contents de ce type de parcours. Après, non, je dis pas, c'est juste que, de fait, les Français sont pas très bons rouleurs. Non, Les Français pas forcément, parce que Pinot, il Thibaut fait Pinot, un super chrono cette année. Thibaut Pinot, il a gagné du temps. C'est sur Bernal, il avait pris du temps. Donc non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vais en profiter pour réagir à ce que je disais parce que c'est un argument qui me laisse perplexe parfois. Même si c'est vrai que sans doute ASO réduit les contre-la-montre. Je pense que il y a une petite arrière-pensée derrière, mais ça ne l'avantage pas que les Français. Ouais, et ce que je trouve bizarre, c'est ce parcours assez montagneux et direct. La Ineos ou Froome, je sais plus, ils ont tweeté un truc genre Bernal a dit qu'il aidera Froome, qu'il sera là pour aider Froome en 2020. Je trouve que c'est juste, mais c'est vraiment de l'intox, quoi. C'est ridicule de dire ça là direct. C'est de la com, je pense qu'il faut pas trop s'attarder dessus. C'est de la com, mais tellement ridicule. Mais oui, le tenant du titre qui a un parcours qui lui convient super bien va aider un mec qui revient d'une blessure très grave. Oui, bien sûr. Mais le piège, tu sais que c'est tout à fait possible, mais c'est juste que c'est ce qu'a dit Froome dans le reportage. C'est impossible. En fait, s'ils le disent, je pense, en réaction au reportage de France Télévisions. Parce que ça avait commencé déjà un petit peu à être repris par la presse, où Froome avait dit que Bernal roulerait pour lui, sauf que dans le reportage, on voyait que Froome avait dit s'il était le meilleur et que ça se déciderait à la pédale. Et je pense qu'ils réagissent par rapport à ça pour éteindre le feu. Mais en soi, c'est ce qui se passera. De toute façon, c'était comme pour Thomas, ça sera celui qui sera le meilleur deviendra le leader. Point barre. Ouais, bah oui, ça me paraît logique, mais bon, voir ça direct, je me suis dit mais c'est pas possible. C'est quoi ce coup de com' complètement idiot, quoi. Après, par rapport aux coureurs français et l'histoire d'avantager les coureurs français, bon, en soi, je pense que le parcours, oui, il va plaire à Thibaut Pinot, mais c'est surtout, quand même, le chrono lure la planche des Bellefilles. Et qui passe à Mélisée, en plus. Qui passe à Mélisée, c'est tellement... C'est tellement, là, c'est évident, quoi, que c'est fait pour Thibaut Pinot, le chrono. Je sais pas, ça peut pas être le hasard, quoi. On n'a plus qu'à espérer qu'il ait aucun pépin, que tout se passe bien. Qu'il soit encore là. Qu'il soit encore là, en fait. Ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. D'ici là, on touche du bois, faut juste espérer ça. Après, une chose qui va être intéressante, ce qui va un peu au-delà du Tour de France, c'est de voir comment va se passer la transition avec le Giro. Parce que comme ça va être un Tour de France qui manifestement va être costaud, il va pas mal user les organismes, qui va y aller sachant qu'il peut avoir les JO en objectif. Les JO, ils sont une semaine après, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est une semaine après, et puis voilà, pour la course en ligne. Et puis en plus, il y a le décalage horaire à se taper entre la France et le Japon. Donc, est-ce qu'un coureur qui vise la course en ligne peut faire le Tour de France et viser les JO derrière? Ça va être compliqué. Vu la difficulté de la 3e semaine, en fait, on peut imaginer que beaucoup de coureurs arrivent en prévoyant un pic de forme pour la 3e semaine, et comme la course en ligne des JO est une semaine après, ton pic de forme, t'as moyen de le prolonger, tu vois. Genre de faire un pic de forme, je sais pas. Mais avec le décalage horaire, à mon avis, ça va les fracasser. À mon avis, c'est faisable. C'est pas quelque chose d'impossible.
Même si c'est vrai qu'en 2016, à Rio, on avait vu que les mecs qui avaient joué le classement général du Tour de France, justement, avaient été plus en retrait sur un parcours où on disait, bah, je sais pas, mais moi, ça me paraît pas infaisable. Alors après, c'est sûr que faut Moi, ça pas me paraît viser la compliqué. Vuelta derrière, quoi. Donc disons que si Romain Bardet ou Julien Lafilippe, par exemple, est désigné comme leader pour les JO, est-ce qu'il doit viser le général du Tour de France ou se rabattre sur le Tour d'Italie, par exemple? Bah, après, Alors, la Philippe Philippe. peut pas viser le général du Tour de France, de toute façon. Là, Ouais, ce voilà, c'est ça, ce que parcours-là. j'allais dire. Mais Bardet Voilà, et Pinot Philippe, doivent viser le classement général, quoi qu'il arrive. Du Tour de France? À la Philippe doit pas le viser. Bah, si Bardet fait le Tour de France, mais après, il était, enfin, pour l'instant, je crois qu'il était pas encore décidé sur ce qu'il allait faire. Oui, voilà, Il faut voir, Et, pour faut voir le Il doit bien parcours. faire le tour quand même avec ce parcours. Ça va dépendre du Giro. Si jamais il y a un Giro montagneux, bon. il fera, à mon avis, et encore je peux me planter, mais il fera l'enchaînement Giro-Tour, et Tour, il visera les étapes. moi, ça me plairait bien de voir Bardet faire ça, hein. Après, est-ce qu'il va le faire vraiment, c'est une autre question, mais l'enchaînement, ouais, Giro à fond et Tour, on verra selon la forme. Pourquoi pas? Après, Pourquoi justement, pas. en parlant de Bardet, moi je suis pas tellement convaincu que ce tour lui convienne énormément. Certes, il y a quasiment pas de contre-la-montre et de ce point de vue-là, ça l'arrange. Mais il n'y a pas d'étape trop courte non plus. Mais, C'est ça. mais justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de longue étape de montagne. La plus longue étape de montagne, si je me trompe bien, je regarde, voilà, si on enlève les étapes dites de moyenne montagne, c'est 175 km avec le col du Grand Colombier. Alors que on sait c'est vrai que que Romain c'est Bardet est pas- meilleur et encore plus fort quand la course devient beaucoup plus longue, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est un petit peu mi-figue mi-raisin. Après, de ce qu'on peut voir sur le Tour d'Italie, il y aurait logiquement bien plus de contre-la-montre qu'en France, et de la montagne aussi en très très grosse quantité. On attendra Ouais, bon, comme d'hab avec le Giro, hein, beaucoup de montagnes en troisième semaine. C'est vrai que c'est classique, pour le coup. Ils aiment bien. Il y a un dernier truc qui, je pense, va arranger peut-être potentiellement Pinot, etc. Après, je pense que ça le dérange pas, mais c'est plus qui va pas trop avantager Bernal par rapport à ça, c'est que en étape, enfin en altitude, à part sur une étape, on monte pas très très haut. Je crois qu'on dépasse que sur une étape les 2000 mètres. C'est pas non plus le col le plus, enfin le tour le plus élevé en altitude qu'on Tout à ait fait. vu, quoi. Oui, tout à fait. C'est sur le col de la Loze avec le col de la Madeleine. Madeleine, je crois que c'est à 2000, Qui- un qui truc est comme à ça, 2000. et Et le col de la Loze qui est à 2304 mètres d'altitude. Donc, c'est je vrai crois que sinon, à part ça, on doit pas dépasser les 2000, ou alors peut-être à d'autres endroits, et je dis des conneries, mais c'est quand même pas bas, parce que ça reste quand même assez élevé, un truc à 1800, mais il n'y a pas trop l'oxygénation d'un Colombien qui pourra aider, tu vois, potentiellement. Tout à fait. Ça change par rapport au Tour de cette année. Ouais, exactement. Et après, pour finir, un autre petit point que j'ai abordé rapidement tout à l'heure. Il y a une seule étape qui fait plus de 200 km, c'est la 12e étape entre Chauvigny et Saran qui fait 218 km. Est-ce que il manque un petit peu de longues étapes pour jouer sur l'endurance, ou est-ce que c'est anecdotique? Franchement, C'est pas anecdotique. c'est quand même suffisamment accidenté pour bien fatiguer les organismes. Donc rajouter de la distance, je suis pas persuadé que ça aurait été nécessaire. Moi, ça me va bien comme ça. Moi, je trouve qu'une seule étape de plus de 200 km sur le tour, quand même, j'ai du mal. D'ailleurs, on faisait la comparaison avec la Vuelta, bah, on a encore un élément. Toutes les Ça rajoute étapes, un elles font côté à Vuelta, peu ouais. près la même longueur. Ça, je C'est trouve vrai. que c'est un peu dommage. J'aime C'est pas vrai la que moi, surenchère des formats sprint, comme on les appelle, là, ces étapes de 100, 110, 120 km. Je trouve il y en avait beaucoup trop l'année dernière. Et puis l'année d'avant, avec l'étape du col du Portet qui faisait 65 km, c'était ridicule. Pour le coup, on en a Mais pas j'aime cette pas année. non plus que ce soit dans l'autre sens. Là, toutes les étapes font 170, 180 km, quoi. Il y a pas de grosses étapes de 220 km ou Oui, mais d'étapes de 120. C'est un peu si dommage. ta grosse étape de 220 km elle est boycottée par le peloton et que ça fait comme l'année dernière, il n'y a aucune échappée et que le peloton roulotte, bah, ces 220 km, ils servent pas plus que 170 km roulés à 40. Hein.
Ouais, mais il peut aussi Ouais, avoir le potentiel. Enfin, ça peut aussi rouler et tout d'un coup, là, ça va vraiment les cramer les coureurs sur un truc auquel ils ne s'y attendaient pas. Enfin, faut pas voir non plus le pire scénario. Faut voir il y a plusieurs Non, scénarios possibles. quoi. j'entends, mais j'essaye Surtout qu'ils surtout de peuvent voir le reloter scénario sur le plus probable. 170 aussi, quoi. Après, C'est pas- d'après une étape longue, rajouter de la distance à une étape, c'est pas forcément rajouter des difficultés. L'étape que remporte Romain Bardet en 2017 à Péragude, c'est, je pense, aussi en partie parce que l'étape faisait plus de 215 km. Ouais, je pense aussi, ouais. Voilà, et du Bah, coup, de toute façon, les étapes cet Bardet- aspect-là, on ne le retrouve pas sur le Tour de France 2020, comme on n'a plus également, comme vous l'avez dit, d'étapes sprint. Ouais, On bah retrouve, ouais, là c'est vraiment, enfin c'est tout le temps la même distance, quoi. C'est quasiment tout le temps. C'est plus similaire, ouais, tout à fait. Je préfère avoir une alternance. Je trouve que c'est plus, bah je sais pas, bah c'est de la variété, quoi. Je trouve que c'est essentiel d'avoir de la variété. Mais les mecs, vous allez les cramer si vous rajoutez de la distance. Enfin, c'est quand même un Tour de France qui est particulièrement exigeant, on le dit Bah non, tout à l'heure. si donc, une étape sur deux tu rajoutes 50 km et une étape sur deux t'en enlèves 50, tu les crames pas, tu fais juste des étapes qui font pas toutes la même distance. Enfin, Et moi, ce normalement, que quand je même, veux, tu en les gros, crames. c'est des étapes de Ah. 220 et des étapes de 120 au lieu de que des étapes de 170. Oui, mais si Tu tu vois. fais 120, tu fais pas forcément les mêmes difficultés. Enfin, il y a une philosophie dans le Bah, tracé. évidemment. Le tracé, il est plutôt sur les Évidemment. étapes en effet courtes et montagneuses. Bon, j'ai envie de dire, c'est la difficulté qu'ils ont choisie, c'est la montagne sur des courtes distances. Bah, écoute ton tact. Pas forcément courtes. Là, là c'est que des distances moyennes. C'est tout le temps pareil, quoi. Oui, non, mais je veux dire inférieur à 200 km si tu préfères. Mais moi, Oui, écoute, enfin, rajouter du kilomètre pour rajouter du kilomètre, alors que c'est déjà suffisamment dur comme ça, je suis Oui, pas c'est ça. persuadé. Je comprends ce que tu dis. Autant le contre Et- la montre, voilà, je pense que ça se défend parce que là, pour le coup, comme tu disais tout à l'heure, on est passé en deçà de ce qu'il faut faire. Autant là, bon, c'est un compromis. bah, Et ouais, je suis non, c'est pas d'accord. rajouter du kilomètre pour rajouter du kilomètre. Et pas forcément en montagne, hein. Ça peut être même sur des étapes accidentées ou de plaine. Là, il y a quasiment enfin, il y a une seule étape de plus de 200, quoi. Enfin, je sais pas, ça me chiffonne, moi. Vraiment. J'aime bien avoir quand même quelques étapes qui jouent sur l'endurance. Et à l'inverse, quelques étapes qui jouent sur, je sais pas comment on dit, pour les étapes de 120 km. Enfin, pas l'explosivité, parce que Oui, c'est pas ça. mais- plus les fibres rapides. L'injection. hein. Ouais, voilà, les fibres rapides, voilà, c'est le bon mot. Voilà, moi j'aime bien avoir des étapes moyennes, des étapes longues et des étapes courtes, pas que des étapes moyennes. En tout cas, voilà, on arrive donc à la fin de ce podcast. On a bien étudié dans tous les aspects ce parcours du Tour de France. Juste pour finir, petite question toute simple. Quelle est votre étape préférée sur ce Tour de France 2020? Et moi, c'est l'île de Ré. L'île de Ré, île d'Oléron. Ah, Si j'y avais elle pensé change, aussi. Je suis vraiment très intéressé de voir ce que ça va pouvoir donner. En plus, c'est des régions magnifiques. Donc, on risque d'avoir une course de mouvement, une course avec le vent. Généralement, c'est souvent les plus belles. Donc, celle-là, elle me hype bien, si tu veux. Bah, j'ai regardé les modèles de climat, en plus c'est marqué que le vent est très souvent de sud-ouest à cette époque-là de l'année. C'est-à-dire que toute l'étape, il sera soit de côté, soit trois quarts d'eau. Est-ce qu'on a fait gaffe au rond-point? Ah, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Mais sur le T'as pont pas d'Île fait de toutes Ré- les étapes sur Sur le Google pont Maps. d'Île de Ré, s'il y a du vent, il sera de côté et c'est très probable qu'il y ait du vent. Bon, après, souvent les étapes où on s'attend trop à des bordures, bah, c'est celles où on n'en a pas. On verra bien. Et souvent les étapes justement où on dit pas trop qu'il y a des bordures 3 mois avant, genre Albi cette année, 3 mois avant, personne parlait de bordures sur cette étape. Il y a que le jour même qu'on en a parlé. Et au final, il y en a eu. Alors qu'une étape comme Épernay ou des étapes même bah, tous les ans, les étapes en gros où c'est le plus probable qu'il y ait des bordures. Enfin, les étapes où tout le monde en annonce, il y en a pas, alors que des étapes où on en annonce pas spécialement, il y en a. Genre, enfin, souvent, quand même. Donc, Écoute, on verra. Mais en tout cas, elle est alléchante. mais ne le Mais disons c'est pas vrai trop que, fort. ouais, je suis d'accord. Et toi donc, Raphaël, ton étape numéro 1 sur ce parcours? Moi, je vais dire La Roche-sur-Foron quand même, parce que je trouve qu'elle est vraiment sympa. Elle est vraiment sympa, quoi. Enfin, le Cormet de Roseland, je pense que l'échappée sera pas formée au pied. Enfin, j'ai déjà développé, mais voilà, l'échappée pas formée au pied, donc ça peut péter un peu dans le Cormet de Roseland. Et comme c'est la dernière étape de montagne, il y aura pas trop de répit, donc dans les saisies à Ravis, ça risque de pas trop se regrouper. On n'aura pas tant que ça d'équipiers des leaders dans le premier groupe au pied des glières et ça peut vraiment exploser. Moi j'aime beaucoup l'étape. Très bien. Et Théo, pour finir. Et du coup, bah après, ouais, je sais pas si elle sera vraiment bien, mais après, genre, je trouve qu'une étape pour Baroudeur qui irait bien, c'est celle de Puy-Marie,
qui je pense que vraiment conviendrait bien les baroudeurs, et c'est bien d'avoir, enfin, je trouve ça bien en tout cas d'avoir de temps en temps des étapes difficiles comme ça, qui soient pas que pour les leaders, que ce soit genre pas juste une course de côte pour leader, ce soit aussi un truc genre pour baroudeur avec un peu de plat avant, enfin des trucs un peu qui changent un peu de la moyenne montagne quoi. Et celle-ci, enfin, je pense qu'elle sera bien parce qu'elle aura à la fois un aspect donc du coup pour les baroudeurs et à la fois un aspect vu que le final est tellement difficile que je pense qu'il y aura quand même des écarts qui seront faits par rapport aux favoris. Donc ouais, peut-être ouais, j'aime bien. Ok. Alors, moi pour ma part, pour pas reprendre La Roche-sur-Foron, je mettrais peut-être un peu en avant l'étape du Grand Colombier, avec un bel enchaînement autour du Grand Colombier. Ça va être très rude, très très rude. Ouais, il y a juste monté par Culose après avoir descendu la Biche. Je trouve ça un peu dommage. Probablement Il y pour avait moyen de s'épargner 10 bornes de plaine en montant par angle fort, quoi. Après, de toute façon, ça risque pas enfin, je pense pas que ça bouge trop dans les montées qu'il y a avant le Grand Colombier, donc ça change pas grand chose. Très bien. C'est la fin de cette émission de Chasse-Patate sur le parcours du Tour de France 2020. N'hésitez pas à venir donner votre avis et interagir avec nous sur le forum et nos différents réseaux sociaux et à partager ce podcast. Allez les gars, je vous laisse le mot de la fin. Je vais commencer en disant allez Pinot 2020. Hein. Ah ouais, je suis d'accord. Bah, j'ai pas grand chose d'autre à dire en fait. Allez, tous pour Pinot, la planche est pour lui. Ouais, en espérant qu'il y soit. Parfait. Merci beaucoup et à bientôt sur Chasse-Patate.